On démarre avec l'actualité. Vote à l'Assemblée nationale cet après-midi sur les mesures d'urgence pour répondre à la crise des Gilets jaunes, vous le savez bien. Est-ce que vous voterez ce texte? Question très directe, réponse si possible très directe. Très directe. Si ce texte correspond aux déclarations du président de la République, nous le voterons. Malheureusement, dans la première mouture que nous avons eue, ce n'est pas le cas sur 2 points. La défiscalisation des heures supplémentaires, ce n'est pas la défiscalisation du modèle de Nicolas Sarkozy, parce que les charges sociales patronales restent. Et la deuxième chose, c'est sur la suppression de la CSG pour les retraités. Nous voulons que le président de la République, on respecte la parole présidentielle, qui est de dire tous les retraités qui ont moins de 2 000 € doivent voir leur hausse de CSG supprimée. Donc nous avons déposé 2 amendements au niveau du groupe Les Républicains dans ce sens. Soit ces amendements sont adoptés et nous voterons le texte, soit ils ne sont pas adoptés et nous abstiendrons. Mais pas de vote contre. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de vote contre. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes un parti de gouvernement, nous avons un esprit de responsabilité et qu'on ne peut pas voter contre des mesures pouvoir d'achat. Même la défiscalisation des heures supplémentaires, si elle est au rabais, elle va dans le bon sens. Et vous pensez que vos amendements ont de bonnes chances d'être adoptés? Écoutez, nous verrons bien. Soit on a une majorité ouverte au dialogue et au débat et on a une chance de le faire parce que ça va dans la logique des choses, soit ils sont repoussés et on en tire un certain nombre de conséquences. Mais on ne veut pas être dans la politique politicienne, on ne veut pas être Quelles source de blocage. Que malgré la crise, le président n'écoute toujours pas l'opposition? Oui, nous ce que nous voulons simplement, c'est que si le président avait écouté l'opposition bien avant, on n'en serait peut-être pas là. Aujourd'hui, beaucoup dans la majorité avalent leur chapeau parce que la réalité, c'est qu'ils ont critiqué, quand on faisait des amendements de suppression des hausses des CSG, ils ont critiqué notre proposition sur les heures supplémentaires et aujourd'hui, ils les reprennent en partie. Donc force est de constater qu'effectivement, ils sont obligés de revenir en arrière. Mardi après-midi, on a vu un couac, on peut dire ça comme ça, autour des mesures annoncées en novembre, notamment l'extension du chèque énergie, retirée en début d'après-midi, finalement remise en début de soirée. Comment vous vous expliquez ce revirement? Qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit surtout beaucoup d'amateurisme, beaucoup de flou et je dirais beaucoup d'incertitude. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un désamour entre Édouard Philippe et les députés de la majorité? Mais la partie n'est pas si facile que ça pour Édouard Philippe. La réalité, c'est qu'on a un président de la République qui veut tout diriger. Et les Français, d'ailleurs, ont très bien compris, parce qu'ils ont polarisé les critiques sur lui. Ils ont compris que tout se passait à l'Élysée. Eh bien, on voit les limites de la verticalité du pouvoir. Quand on fait confiance ni à son Premier ministre, ni à son gouvernement, ni parfois aux députés de la majorité, ni aux corps intermédiaires, eh bien, on voit le résultat. Autre sujet de la semaine, je pense que vous avez suivi ça, les parlementaires socialistes veulent lancer un référendum d'initiative partagée. Ils ont besoin de 185 signatures pour demander aux Français de voter par référendum pour le rétablissement de l'ISF. Ils pensent qu'ils auront 150, 155 signatures de leurs députés parlementaires entre PS, communistes, France Insoumise, anciens radicaux de gauche. Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez participer à ce mouvement en signant pour la demande de ce référendum d'initiative partagée? Non, parce que d'abord, nous ne sommes pas pour le rétablissement de l'ISF. Nous sommes en tout cas pour qu'on ait un ISF qui exonère davantage l'immobilier finalement que la spéculation. Mais au-delà de ça, sur la question du référendum, nous sommes ouverts à ce sujet-là, il faut le travailler, mais on veut un référendum non pas qui contourne la démocratie représentative, mais qui la corrige, qui crée de la respiration démocratique. Et vous savez, vous avez 2 types d'attitudes. Soit vous considérez que la démocratie représentative n'a plus de sens et d'utilité. Alors ça ne sert à rien d'avoir un Parlement. Ce n'est pas notre cas, ce n'est pas notre volonté. Soit on considère que entre les élections présidentielles, il manque, c'est vrai, des moments de respiration démocratique. Et donc, il y a des propositions. Il y en a une d'Olivier Marleix qui va être déposée sur un référendum d'initiative citoyenne, justement. Eh bien, je pense qu'on peut être force de proposition sur ce sujet. Comment vous le voyez, ce référendum, vous, alors? Il faut abaisser le nombre de personnes qui puissent être signataires, parce qu'on voit bien aujourd'hui que malheureusement c'est trop important. Il faut ensuite mettre un certain nombre de garde-fous, parce que l'idée c'est quoi? C'est pas de dire on va toutes les 5 minutes révoquer des élus ou faire des référendums sur tous les sujets, parce qu'on voit même qu'en Suisse parfois la participation reste faible. Non, l'idée c'est de dire il faut que le référendum retrouve ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un moment de respiration démocratique sur les grands sujets. Mais vous êtes en train de nous dire que le référendum d'initiative partagée qui existe dans la Constitution, finalement ça ne fonctionne pas. Pourtant c'est 2008, et donc c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'était une avancée. Mais vous savez, c'est un grand mal français parfois que de mettre dans la Constitution des choses que l'on n'utilise pas et qu'on ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'en 10 ans, il n'a jamais été utilisé une seule fois. Parce qu'il est trop contraignant et parce qu'il y a trop de règles qui, au lieu de l'encadrer, finalement, empêchent d'utiliser cet outil-là, ce qui est dommage. Le grand débat national a été annoncé par Emmanuel Macron. Les maires sont au centre du jeu. Est-ce que vous, qui êtes un défenseur des élus locaux, des territoires, vous applaudissez cette méthode? Nous verrons bien. Si cette méthode consiste à refiler la patate chaude aux maires, c'est non.
Si par contre cette méthode consiste à enfin écouter les territoires et à enfin entendre la fracture territoriale qui est forte dans notre pays, c'est oui. Simplement, nous voulons un débat sur 2 points. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Et nous regrettons que, par exemple, la question de l'immigration soit intégrée au débat sur la citoyenneté et ne fasse pas l'objet d'un pilier en tant que tel. Deuxième sujet, c'est que ça aboutisse à des résultats concrets. Le problème, c'est que les maires, ça fait longtemps qu'ils ont envie d'être écoutés. Ils auraient aimé que le président de la République, par exemple, se rende au congrès des maires. Ils auraient aimé être entendus sur les dotations de fonctionnement, sur beaucoup de choses. Donc nous disons oui, mais à condition que ce débat ne soit pas un jeu de dupes. Vous avez vu la une de Ouest France, les Républicains, Wauquiez contesté. Vous êtes son vice-président. Ça fait 1 an qu'il y a eu l'élection de Laurent Wauquiez. Il semble vraiment contesté en interne. Écoutez, j'en ai un peu assez de ce Wauquiez bashing. La réalité, c'est que Laurent Wauquiez, ce n'est pas un punching ball sur lequel tous les coups seraient permis. La réalité, c'est qu'on a quelqu'un qui a été élu démocratiquement dans notre famille politique, qui n'est pas contesté ni par les militants, ni par celles et ceux qui croient à la droite. Ce que nous disons simplement, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez est aussi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le jour où les Français le connaîtront aussi bien que les Rhône-Alpins, je suis certain. Il n'a pas imprimé sur les gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Vous le reconnaissez ou pas, vous? Après, rien n'est parfait dans la vie politique française. Mais reconnaissons-lui au moins cette chose, ce mérite-là. D'abord, d'avoir eu le courage de mettre les vrais sujets sur la table. La question du pouvoir d'achat, la question des impôts. C'est depuis que Laurent Wauquiez est à la tête des présidents qu'on a fait de la baisse des impôts à nouveau un marqueur à droite. Ce n'était plus le cas avant. C'est depuis que Laurent Wauquiez est président qu'on a fait de la maîtrise des dépenses publiques un combat sans précédent. Et surtout, l'objectif, c'est qu'on ait une droite des résultats qui fait ce qu'elle dit. Et c'est le cas en région, et j'espère qu'un jour ce sera le cas en France. C'est Ouest France qui a fait ce titre. C'est vous. C'est qu'après, il a été élu il y a 1 an à la tête des Républicains, et c'est Bernard Debré qui a mis les pieds dans le plat lundi en disant que ça décolle pas. Et ça, c'est force de constater que c'est vrai. Quand on regarde les derniers sondages, il y a eu un sondage terrible, qui est celui du dimanche, IFOP, qui disait si on avait à revoter aujourd'hui pour la présidentielle au premier tour, en fait, il teste François Fillon dans un cas, Laurent Wauquiez dans l'autre. Laurent Wauquiez ferait moins réussi le tour de force, il ferait moins dans les sondages que François Fillon. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui fait qu'il ne décolle pas ou qu'il n'imprime pas? Vous savez, comme l'a dit d'abord, les sondages, longtemps avant les élections, il faut faire attention parce que Alain Juppé a toujours été en tête des sondages, on a vu le résultat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un parti politique, quand même, la droite, qui a été défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Donc on ne reconstruit pas comme cela en quelques minutes. Donc il faut, du temps. 2, il faut aussi qu'on réapprenne à droite, dans notre famille politique, à chasser en meute. Et ça, c'est aussi un point important. On a besoin... C'est ce qu'il vous a dit, mardi à la réunion de groupe des parlementaires à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Oui, parce qu'on a besoin... Unité, on a besoin de serrer les rangs, on a besoin de chasser en meute, on a besoin que notre message politique soit lisible. Damien Abad, les policiers qui ont été entendus par le gouvernement, vous l'avez vu, revalorisation de leur rémunération. Là, vous saluez la réactivité du ministre de l'Intérieur qui a été vite et bien. Je dis heureusement, parce que nos policiers et nos forces de l'ordre ont tellement souffert. Ça a tellement été dur ces dernières semaines et ça reste encore difficile. Que le minimum, c'est pas simplement de les saluer dans l'hémicycle, mais c'est de payer leurs heures supplémentaires et de répondre à un certain nombre d'attentes. Donc moi, je salue cet accord. C'est un bon accord qui permet à tout le monde de retrouver la raison et qui permet surtout... Donc le gouvernement a été efficace sur cette affaire. En tout cas, cet accord est arrivé. On aurait préféré qu'il arrive un peu plus tôt. Mais vous savez, on ne peut pas faire la fine bouche, surtout en ce moment. Stéphane Vernet, pour la dernière question. Oui, l'actu du week-end. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un acte 6 des Gilets jaunes samedi à Paris, par exemple, comment vous voyez les choses? Et dans votre circonscription, par exemple, comment vous sentez le terrain? Oui, je crois malheureusement qu'il y aura un acte 6 parce que la colère des Gilets jaunes est toujours présente. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, parfois, ce mouvement se soit radicalisé ou été instrumentalisé politiquement. Nous, notre ligne a toujours été claire, ni indifférence, ni récupération politique. Dans ma circonscription, il y a encore quelques ronds-points sur lesquels il y a des gilets jaunes, mais vous savez, au-delà des ronds-points où il y a des gilets jaunes, la colère, elle est là. Et tant qu'on ne l'effacera pas, tant qu'on ne comprendra pas dans ce pays qu'il y a une question de pouvoir d'achat à régler et de fracture des territoires, eh bien, elle sera toujours latente, cette colère. Et donc, il n'y aura pas seulement un acte 6, il y en aura peut-être d'autres. Ce que je dis simplement, c'est attention de ne pas diviser les Français entre eux. Attention de ne pas fracturer la France encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous appelons le gouvernement et le président de la République à leurs responsabilités.